Keynes écrira que Ricardo a conquis l'Angleterre aussi complètement que la Sainte Inquisition a conquis l'Espagne. Aujourd'hui, dans Un concept, une histoire, nous nous intéressons au personnage emblématique de David Ricardo. Regardons comment cet homme a bouleversé l'économie. David Ricardo naît le 18 avril 1772 à Londres et il est le troisième des 15 enfants d'une famille de financiers originaires du Portugal qui, un petit peu avant sa naissance, va émigrer au Royaume-Uni. À 14 ans, le jeune David commence petit à petit à travailler à côté de son père, qui s'appelle Isaac Ricardo et qui entre autres est agent de change à la Bourse de Londres. Mais les deux hommes vont rapidement s'éloigner dès 1809, notamment pendant un événement qu'on va appeler la querelle bullioniste. Alors l'objectif de cette querelle est de comprendre pourquoi ce qu'on appelle le papier-monnaie, donc qui a été instauré et imposé à partir de 1797 du fait de la guerre contre la France, pourquoi ce papier perd de la valeur. Alors juste au passage, le terme bullioniste provient du mot anglais bullion, qui fait référence au prix du lingot d'or. Alors, si on reformule un peu cette querelle bullioniste avec des termes un peu plus actuels, les économistes cherchent à comprendre pourquoi en 1797 en Angleterre il y a de l'inflation. Et ça va être un peu le point d'ancrage entre deux thèses qui vont s'opposer, avec d'un côté la thèse de David Ricardo. Donc pour lui, on a de l'inflation parce que la quantité de papier émise s'est fortement éloignée de la quantité d'or détenue par la Banque d'Angleterre. Et si jamais on a ce type d'inflation, ça signifie qu'on est face à une inflation par la demande. Et pour pallier à une inflation par la demande, il suffit, selon Ricardo, de retirer une partie de la quantité de monnaie en circulation, donc de ces papiers-monnaie. Et donc pour cela, il suffit d'augmenter les impôts ou de fournir un impôt supplémentaire. Et cette thèse va être très controversée par une autre thèse, et le leader de cette autre thèse n'est autre que le père de David Ricardo, donc Isaac Ricardo. Et pour lui, pour ses partisans, il faut totalement renoncer à tout lien entre la quantité de monnaie émise et la quantité d'or détenue par la Banque d'Angleterre. Et donc pour ses partisans, c'est ce qu'on appelle une inflation par les coûts, et notamment l'augmentation des coûts provenant de la hausse des prix des importations. Et donc si ces coûts proviennent d'une hausse des prix des importations, leur solution c'est d'augmenter les droits de douane, et donc au final de faire du protectionnisme. Alors, le système économique proposé par David Ricardo va reposer sur plusieurs grands piliers, et notamment le premier pilier, c'est le prix. Qu'est-ce que le prix? Qu'est-ce que la notion de prix? Et pour le comprendre, il faut que nous partons de l'équation quantitative de monnaie qui a été énoncée pour la première fois par Jean Bodin. Alors cette équation, elle comprend différents termes. Le premier terme, c'est mu, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. V représente la vitesse de circulation de la monnaie. Rho est un indice de déformation du prix. Et Y représente la production. Si on se centre un petit peu sur l'indice de déformation des prix, on va distinguer trois cas, avec quand Rho vaut 1, une stabilité des prix. Lorsque Rho est supérieur à 1, on aura un phénomène d'inflation. Et quand Rho est inférieur à 1, alors on sera dans une situation déflationniste. Alors, pour David Ricardo, le prix en fait s'inscrit dans ce qu'on appelle la valeur travail, c'est-à-dire que plus un produit va nécessiter beaucoup de valeur travail, donc beaucoup d'heures de travail, et plus son prix sera important. Mais donc le prix va être totalement indépendant de celui qui l'achète ou qui le vend. Ainsi, quand on reprend la fonction quantitative de monnaie, si jamais la quantité de monnaie mu augmente, alors, selon la vision de Ricardo, ça ne va faire augmenter que l'indice de déformation du prix et ça ne peut pas faire augmenter la production. Et donc au final, le prix ou l'augmentation de la quantité de monnaie n'aura un impact que sur le prix et non sur l'économie réelle, dans la mesure où l'économie réelle ici est représentée par cette grandeur Y qui est la production. Et c'est ce mécanisme, ce concept, on va plus tard l'enseigner, l'apprendre sous le terme de neutralité
de la monnaie. Alors ça, c'était un petit peu le premier cheval de bataille de Ricardo. Il va s'intéresser à une autre notion fondamentale, ce sont les rendements décroissants. Alors pour comprendre tout le mécanisme de Ricardo sur cette notion, il faut s'intéresser à 3 types d'individus. Les travailleurs, donc les travailleurs, eux, vont produire des biens contre rémunération, contre un salaire, et ils vont travailler pour les capitalistes. Les capitalistes, c'est ceux qui détiennent les entreprises et qui vont se rémunérer par les profits. Et puis il y a un troisième type d'individus dans la thèse de Ricardo, ce sont les rentiers. Donc les rentiers vont détenir la terre et ils vont se rémunérer via ce qu'on va appeler une rente. Alors imaginons qu'à un certain niveau de population, nous ayons besoin de produire à 2 endroits différents. Donc qu'on ait les terres de Londres, donc ça va être des terres fertiles où on va pouvoir générer un certain revenu de 100, et puis on aura des terres un petit peu moins fertiles en Écosse où on va pouvoir générer un revenu de 70. Dans le cadre de Ricardo, on se met en concurrence pure et parfaite. Donc derrière ce terme de concurrence pure et parfaite, en fait, ça signifie qu'on va rémunérer au minimum les travailleurs et on va les rémunérer partout pareil. Donc au final, ici au minimum, on va avoir un revenu de 70, donc on va pouvoir se partager entre les différents individus 70 unités de revenus, que l'on soit à Londres ou en Écosse. Et donc au final, qu'est-ce qui va se passer en termes de répartition du revenu? On va avoir 135 unités pour les travailleurs, 35 unités pour les capitalistes, et puis pour les rentiers, au niveau de Londres, on va avoir 100 moins 70, donc 30 de rente, et puis pour l'Écosse, les rentiers vont décider de pas demander de revenus. Donc ça, c'est le premier point de vue. Mais admettons que la population augmente. Si la population augmente, il va falloir produire plus pour subvenir à ses besoins. Et donc il va falloir défricher de nouvelles terres, des terres qui seront de moins en moins fertiles. Et donc c'est là où on va avoir cette notion de rendement décroissant. Et donc c'est ce qui va se passer, on va toujours avoir nos terres de Londres qui génèrent 100 de revenus, les terres d'Écosse qui génèrent 70 de revenus, et puis on va avoir de nouvelles terres en Écosse un peu plus reculées qui vont générer 50 de revenus. Et on aura du coup un niveau de population 2 qui sera supérieur à l'ancien. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est en concurrence pure et parfaite, ça veut dire que le revenu qu'on va pouvoir se partager dans tous les territoires en fonction des individus travailleurs et capitalistes, ça va être 50. Parce que la deuxième partie de l'Écosse ne peut générer que 50 de revenus. Donc au final, quand on fait les calculs, on se retrouve avec 25 pour les travailleurs, 25 pour les capitalistes, et puis on se retrouve à avoir des rentes qui augmentent pour les rentiers. À Londres, on va avoir 100 moins 50, qui est égal à 50. Et puis en Écosse, on va avoir une rente qui passe de 0 à 20. Et en deuxième partie d'Écosse, les rentiers vont décider de ne pas demander de l'argent. Mais quand on fait un petit peu le bilan, on remarque que pour les travailleurs et pour les capitalistes, on va avoir une baisse du revenu et donc une baisse du niveau de vie dès lors qu'on va augmenter, qu'on va défricher de nouvelles terres. Alors que pour les rentiers, ils n'ont strictement rien fait de plus, mais leur rente, leur revenu va augmenter. Et c'est exactement en fait ce mécanisme que va combattre fermement Ricardo, et donc en fait indirectement il va s'attaquer à une notion qui est le protectionnisme. En effet, si jamais on se situe donc dans l'inverse du protectionnisme, c'est-à-dire le libre-échange, alors on va avoir la possibilité, lorsqu'on doit défricher plus de terres pour subvenir aux besoins de notre population grandissante, on va avoir la possibilité de faire du commerce. Et c'est par le commerce qu'on va pouvoir éviter d'avoir ce phénomène de rente. Donc si on reprend notre exemple, au lieu de défricher des terres reculées de l'Écosse, on pourrait tout simplement décider de faire du commerce avec la France. La France qui va avoir un avantage comparatif en blé et donc qui va permettre à l'Angleterre d'avoir un revenu suffisant, et donc les travailleurs et les capitalistes vont pouvoir toujours générer un même niveau de revenu et ne pas diminuer. En revanche, si jamais on fait ce libre-échange et donc on décide de faire du commerce entre les pays, il va avoir quand même des perdants, et les perdants ce sera les rentiers. Et donc c'est pour ça que le protectionnisme,
lui, va plutôt favoriser les rentiers du pays, alors que le libre-échange va plutôt favoriser l'intérêt du plus grand nombre, en l'occurrence ici les travailleurs et les capitalistes. Alors tout au long de sa vie, Ricardo va influencer l'économie et la politique de son temps, que ce soit avec ses théories de libre-échange ou autres, et notamment il va publier en 1817 un ouvrage qui est extrêmement connu qui s'appelle Principes de l'économie politique et de l'impôt, et cet ouvrage c'est une véritable bible parce qu'elle va traiter d'une grande variété de sujets en allant des salaires à l'impôt au commerce extérieur, et ça va vraiment constituer le fondement de l'héritage de David Ricardo. Alors malheureusement David Ricardo s'éteint prématurément le 11 septembre 1823, et donc il ne pourra jamais voir ses idées triompher de son vivant, mais heureusement ses disciples s'en occuperont à sa place, notamment la personne de John Ramsay McCulloch qui va superviser la première édition complète de ses œuvres en 1846, en la personne de James Meehan qui lui va publier une version simplifiée des textes de Ricardo dans un ouvrage intitulé Éléments de politique économique, et bien sûr en la personne de William Gladstone qui lui utilisera les arguments de Ricardo en matière de libre-échange dès 1842 pour faire évoluer la politique anglaise. Aujourd'hui encore, David Ricardo est l'un des économistes les plus étudiés au monde et il continue toujours de nous surprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo et nous on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.